Vous écoutez le grand débat issu de l'épisode S308 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 18 novembre 2021. Cet épisode vous est présenté par Fujifilm et sa gamme d'appareils GFX, le grand format numérique pour tous. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les ISO avec les photographes Florence Joubert et Jean-Christophe Béchet pour parler de l'exercice du documentaire photographique et en quoi les appareils moyen format permettent une écriture d'images si particulière pour les réaliser. Alors la première question que l'on peut se poser pour commencer ce débat, c'est qu'est-ce que c'est exactement un documentaire photographique et en quoi c'est différent de ce que l'on appelle le reportage. Nous avons posé cette question au photographe Wilfried Estève, également directeur de l'agence Hans Lucas. On écoute sa réponse. C'est un genre qui a beaucoup évolué depuis sa création. Au début, en fait, c'était vraiment un document qui était là pour attester. C'est vraiment une qualité de fiabilité, une preuve, source d'information objective. Ça a beaucoup évolué par la suite. C'est un document pour conserver, en fait. Il faut dire que la photographie documentaire a eu aussi des actes de censure sous le régime nazi. Au début, elle vise à tendre vers vraiment la neutralité. Chose qu'aujourd'hui, en fait, à mon avis, on n'est plus du tout dans le même cas de figure. Tout ça, en fait, c'est parti un petit peu à partir des années 30, en fait, avec la Farm Security Administration, qui a financé pas mal de photographes assez connus, comme Walter Evans ou Dorothea Lynch, qui ont un petit peu posé, pour moi, les bases de la photographie documentaire que j'aime bien. Aussi, ils ont pas mal codifié un code éthique dans le documentaire. Ils étaient là ils ont aussi réfléchi et pas que pris des photos. Aujourd'hui, en fait, on est dans des courants sur lesquels, en fait, moi, ce que je dénote, en fait, c'est qu'il y a à la fois des photographes documentaires qui vont du photojournalisme au documentaire selon le marché qu'il vise, en fait. Pour moi, le photographe documentaire, en fait, va s'octroyer beaucoup plus de temps que le photojournaliste. On est aussi sur des histoires un petit peu plus complexes à saisir, notamment sur le terrain, et qui demandent du temps. Évidemment, le photojournalisme, on est sur des reportages et des sujets d'actualité, mais les deux, en fait, se chevauchent pas mal et peuvent faire partie un petit peu des respirations pour certains photographes qui vont de l'un à l'autre. Alors évidemment, le photojournaliste est influencé beaucoup par les médias pour lesquels il est censé travailler ou diffuser, mais la photographie documentaire est revenue, en fait, et notamment chez les Français, moi je pense depuis les années 2000, en fait. Elle est mieux acceptée dans le monde de l'art aussi, notamment des galeries. Je peux citer la galerie Sidan à Paris qui s'est spécialisée sur la photographie documentaire, ou la foire Photodoc, en fait. Et en fait, pour moi, la photographie documentaire est un peu un luxe aussi aujourd'hui pour un photographe, dans la mesure où voilà, il va prendre le temps et aussi il va être dans de la subjectivité. Florence, est-ce que tu es en phase avec l'analyse de Wilfried ? Comment t'expliquerais ce que c'est le documentaire photographique à un novice ? Alors oui, je suis assez effectivement en phase avec ce que dit Wilfried et je trouve ça bien qu'il réinscrive ça dans un contexte historique, ce que j'aurais pas forcément pensé à faire, mais c'est bien de signaler effectivement des grandes étapes comme les commandes de la FSA et puis il a parlé de la DATARCH, mais je pense que c'est un peu plus tard, mais qu'il y a eu aussi là une prise de conscience importante du besoin de faire un état des lieux un petit peu ambitieux et global d'un pays ou d'une époque. Ce que je trouve intéressant aussi parle du temps. Bon, ça, c'est une notion qui est effectivement très importante parce que on prend le temps, plus de temps peut-être, mais aussi, moi, c'est une approche plus personnelle, mais je montre le temps d'une manière différente dans un reportage ou dans un travail documentaire. Comme il le disait, le reportage, on est sur de l'actu ou à minima, on est dans la volonté de parler d'une situation précise. On a un angle en général qui fait qu'on va aller vers des images d'action. Moi, ce que je vois dans ma pratique documentaire, c'est que je vais m'autoriser, par exemple, à montrer des images qui ne sont pas des images d'action, qui sont un peu des interstices justement dans un temps qui se déroule et qui vont donner un peu plus d'épaisseur au travail et au témoignage qui va se dérouler. Donc, alors bien évidemment,
comme il le dit aussi, le média à qui s'adresse le travail qu'on va réaliser, il a une grosse importance parce que on va souvent être dans des conditions de reportage, de commande pour la presse. Après, effectivement, ça évolue beaucoup aussi du côté de la presse. Il parle des galeries, c'est vrai que c'est effectivement la photographie documentaire a fait son entrée en galerie depuis un moment. Mais la presse s'ouvre aussi beaucoup plus à des publications moins, c'est un petit peu fort ce que je vais dire, mais moins stéréotypées, et va aussi aller chercher des travaux qui vont être un petit peu en décalage par rapport à cette volonté d'être dans le mouvement, dans l'actu, dans la photo un peu grand angle. C'est vrai pour certains types de presse, mais il y en a quand même de moins en moins. Mais on va y revenir sur la diffusion, parce que c'est un aspect très important. Concernant la dimension historique et la définition, qu'est-ce que tu en penses, toi, Jean-Christophe, de la définition de Wilfried? Est-ce que tu as des choses à ajouter? Des exemples, peut-être, de grands faits marquants dans l'histoire? Il a parlé de la FSA, en effet. Walker Evans, Dorothea Lange, c'est des gens très importants. Il y en a d'autres qui te viennent à l'esprit. Oui, en fait, non, je suis assez d'accord avec Wilfried. Pour moi, c'est Walker Evans surtout, quoi. Pour moi, Dorothy Lange est moins dans l'esprit documentaire. En plus, Walker Evans, c'est un peu un théoricien aussi. Il a défini l'idée du fameux lyric documentary, donc le documentaire lyrique qui finit pas d'être analysé de différentes façons et récupéré. Mais en tout cas, bon, et lui-même. C'est quoi le documentaire lyrique? En deux mots. On en reparlera peut-être après. Enfin, pour moi, c'est un mot-clé, c'est ce mot lyrique aussi, parce que ce qu'on va appeler poétique ou quelque chose comme ça, enfin, moi, je le traduirais comme ça. C'est ajouter de la forme dans le fond? Exactement, parce que j'ai une phrase là de Walker Evans qui disait justement que l'art n'est jamais un document, bien qu'il puisse en adopter le style. Parce qu'en fait, Walker Evans, il arrive quand même avec... Il y a deux mots, je crois, qui caractérisent un peu le documentaire, mais je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit avant, c'est l'idée un peu d'une forme de neutralité quand même assez importante, et de distance un peu aux événements, de distance de cadrage, on en reparlera après. Voilà, on est peut-être moins dans l'esprit Robert Capa, être près de l'action, être dans la dynamique, et un peu plus dans une forme de réflexion, de distance. Déjà d'en prendre le temps, finalement. Et c'est vrai que Walker Evans lui-même se réfère, entre guillemets, à celui qui est aussi un peu le père de plein de choses, Eugène Adjet, donc qui mettait sur sa pancarte qu'il faisait des documents pour artistes. Donc c'était déjà l'idée de faire des documents. Walker Evans s'appuie un peu là-dessus. Puis l'héritage de Walker Evans, effectivement, mais c'est plus Walker Evans lui-même que la FSA, à mon avis. Après, il y a ces grandes commandes publiques, ça on en parlera après, effectivement, à la Datar, etc. Et après, il y a eu effectivement une volonté de développer des regards un peu sur le long terme et d'être moins pour des magazines de news, ou moins des sujets où, entre guillemets, on raconte l'histoire d'une seule personne avec une volonté purement journalistique. Voilà, le documentaire prend un peu plus de distance avec ça. Et le mot distance, pour moi, est un des mots-clés du documentaire, distance physique, distance temporelle. Alors Florence, tu signes un travail documentaire, Un gardien du temps, que tu as réalisé dans le Parc national des Cévennes, au Montégoal, pendant 4 ans. De 2017 à 2021, où tu as photographié donc, les acteurs de cette station météorologique. Pourquoi il t'a fallu aussi longtemps pour faire ce travail? Parce que je suis très lente. Non, mais c'est un peu vrai en plus. Bon, j'abordais un sujet et puis un travail un petit peu... de manière nouvelle, c'est-à-dire que je m'étais fixé de faire des portraits, par exemple, ce que je faisais beaucoup moins avant. Donc, il a fallu ce temps-là pour construire mon propos et puis vraiment trouver une écriture qui était celle que je voulais, qui s'adaptait au sujet et voilà, qui gagnait en maturité. Ce temps, il a aussi permis donc de connaître, d'apprivoiser un peu ces gens qui étaient sur place, parce que j'ai débarqué dans ce lieu. Bon, ils sont relativement accueillants, s'ils m'entendent, ils seraient. Mais moi, j'ai vraiment besoin de ce temps d'échange avec les gens pour commencer à les photographier d'une manière différente et à les amener aussi vers des choses plus personnelles pour moi. Voilà, ensuite, on parlait aussi du temps. Bon, ça s'appelle Gardien du temps, hein, donc voilà, là, on est vraiment dans le sujet, c'est le temps sous toutes ses formes. Il y a une relation dans l'observatoire qui est très liée au temps.
le temps qui passe, le temps qui fait. Donc, moi, je devais travailler sur des saisons différentes. Donc, il a fallu que je revienne. Il a fallu que je vois des choses, que je les rate parfois pour savoir qu'il fallait absolument que je les ai. Et donc, je revienne exprès. Donc, et on n'est pas maître des phénomènes naturels. Donc, il a fallu, parfois décoller 2 jours avant parce qu'il allait y avoir un orage ou des choses comme ça. D'accord, donc concrètement, tu t'es pas installé avec une caravane pendant 4 ans sur le Mont Aigoual. C'était des périodes de prise de vue qui se sont étalées sur 4 années. Oui, c'est ça. En fait, c'est un sujet qui se passait, qui se trouve en France, et c'était un peu le choix que j'ai fait au départ, c'était d'avoir quelque chose d'accessible, même si c'est relativement inaccessible, pour pouvoir y retourner un certain nombre de fois. Mais non, j'ai pas passé 4 ans à plein temps, sinon Mais j'aurais changé de métier. Avant de démarrer le projet, tu sais que tu vas y consacrer 4 ans ou comment ça se passe? Parce que ça paraît un peu fou aujourd'hui de se dire, tiens, je vais consacrer 4 ans à ce sujet. C'est un luxe, quelque part. Wilfried le dit au début. C'est un beau luxe. Il n'y a rien de plus luxueux que le temps aujourd'hui. Oui, non. Alors, pour répondre à la question, non, je savais pas. J'avais à minima l'idée justement d'en faire un sujet qui serait un sujet éventuellement plaçable en presse. Et en fait, en arrivant assez vite, j'ai compris qu'il y aurait de la matière à faire quelque chose de beaucoup plus étendu. Il y avait une dimension historique qui était assez importante. Il y avait beaucoup d'archives. Donc, le projet éditorial, il est venu très vite dans ma tête sur la façon dont je pouvais raconter une histoire comme ça, qui mêlait différentes temporalités, passé, présent. Il y avait une question sur le futur aussi, parce que c'est un lieu qui change de fonction. J'en reparlerai, mais... Donc, je l'ai su assez vite. Après, comment j'allais le traiter, c'était aussi un terrain... Je me suis offert ce temps d'expérimentation, clairement. Effectivement, c'est un luxe. J'avais pas de financement au départ. Non, je pense qu'on va en reparler aussi. On va en reparler après. Ouais. Voilà. Et donc, je me suis un peu... Je dis ça souvent, c'est un terme... pas très français, mais je me suis un peu auto-résidencée. je me suis offert une résidence là-bas. Toi, Jean-Christophe, tu as aussi un rapport au temps qui est un peu particulier. Donc voilà, on a le travail de Florence qui s'est déroulé pendant les 4 dernières années et qui aboutit maintenant avec la sortie de cet ouvrage, même si évidemment tes images ont déjà été publiées à de nombreuses reprises dans la presse. Toi, Jean-Christophe, dans ton dernier bouquin, tu ressors des oubliettes un peu, des images que tu as prises en 1991. Absolument. Alors, c'est un projet un peu atypique, mais je suis plutôt quelqu'un, effectivement, qui aime bien prolonger des projets parallèles, en faire plusieurs. Donc, c'est un peu la différence avec ce qu'a fait Florence ou d'autres photographes. Et puis, chacun trouve son rythme. J'aime bien l'idée d'aller dans des lieux sur des longues périodes et en faisant d'autres choses au milieu et de revenir. Et là, effectivement, on fêtait les 30 ans du coup d'État qui a renversé Mikhail Gorbatchev à Moscou en août 91. Il se trouvait que j'étais là-bas, que j'avais fait des photos. C'était vraiment le tout début de ma carrière. Et donc, on faisait du film. J'avais des diapos, du noir et blanc. Et alors, je n'avais pas pu revenir tout de suite à Paris parce que ça coûtait cher l'avion. Et quand je reviens, que je monte mes photos... Moi, je voulais être reporter un peu, quoi. C'était juste... même si je savais déjà que j'étais pas vraiment un pur reporter, mais qu'en gros, en montrant mes photos, tout le monde m'a dit, mais non, c'est pas des photos de reportage, il n'y a pas d'événement fort. Puis, tu arrives 2 mois après l'événement. Moi, j'avais plutôt photographié la vie quotidienne. J'étais resté 1 mois et demi dans la société soviétique de l'époque. J'avais essayé moi, j'aimais bien photographier des objets, photographier des ambiances. Il se passait pas grand-chose. C'est un coup d'État que tout le monde a un peu oublié, mais c'est quand même le coup d'État qui aboutit à la fin du bloc de l'Est, de l'Empire soviétique. Enfin, c'est quand même assez énorme. Et donc, voilà, j'ai retrouvé j'avais ces photos, je m'en souvenais, j'en avais déjà publié certaines, puis j'ai retrouvé mes notes que j'avais prises à l'époque, et j'ai trouvé que, 30 ans après, c'était pas inintéressant, et c'est vrai que, du coup, c'est le moment où je me suis rendu compte que je serais pas photoreporter, parce que j'arrivais pas vraiment à faire de la photo d'actu pure, ça m'intéressait moins qu'une photo un peu plus de la durée, de l'ambiance, du temps long, comme on disait tout à l'heure. J'étais plus à l'aise là-dedans. Et en fait, c'est un peu ce reportage qui a effectivement marqué ma bifurcation, on va dire, de plus essayer de travailler uniquement pour la presse dans l'événementiel, dans l'actualité chaude, et plutôt de partir dans des projets de livres plutôt que de sujets magazines. Et là, tu parles de tes notes. Quelle est l'importance du texte dans la photo documentaire? Parce qu'on a plus de temps, on peut avoir plus de temps pour réfléchir, peut-être pour écrire. Du coup, est-ce que ça aussi, ça tranche avec le photojournalisme de reportage?
Oui, pour moi, ce qui tranche, c'est un peu ce que disait Florence aussi, c'est qu'à la fois le texte et les documents, puisque dans le mot documentaire, il y a document, c'est tout bête, mais c'est vrai que maintenant, on va mettre dans des livres aussi des documents d'archives, on va peut-être mettre une publicité, on va peut-être mettre, disons que de la matière. Voilà. Donc c'est vrai que la photo documentaire, il faut vraiment la voir, non pas comme une succession de bonnes photos individuelles, quoi. C'est vrai que la bonne plaque du photojournalisme, c'est moins l'idée du documentaire. C'est vrai que c'est difficile en 2 photos, je ne pense pas qu'on restitue vraiment l'esprit d'un travail. Donc c'est vraiment aussi un travail sur la série et sur le mélange un peu du document, de la photo qui... Moi, je défends une photo documentaire esthétique. Je pense qu'il ne faut pas refuser l'idée esthétique. On revient à l'idée du documentaire lyrique de Walker Evans. Je trouve les photos de Walker Evans extrêmement esthétiques et très belles. C'est pour ça que je les aime. Ça veut dire quoi? Bien appliqué, bien composé, bien cadré, exposé, avec une lumière, avec un plaisir visuel, quoi. Voilà. Après, certains travaillent moins dans cette direction. Moi, je défends plutôt une idée d'un documentaire aussi. Enfin, il ne faut pas refuser l'idée de faire une photo réussie sur le plan visuel, en tout cas riche en cadrage, complexe, en lumière, etc. Mais on peut l'associer avec des documents. C'est un peu ce que je pense que tu disais pour le livre. On l'associe avec des traces et des textes écrits. Moi, il se trouve que j'écris aussi. Certains photographes sont moins à l'aise dans l'écriture. Moi, j'ai toujours trouvé pour moi, riche, j'ai toujours écrit sur mes photos, en parallèle de mes photos. Donc, des fois, je les utilise, des fois, je les utilise pas. Moi, quand je pense documentaire, je suis peut-être un peu naïf sur le sujet, mais quand je regarde un documentaire alors à la télévision, sur une plateforme, il y a une notion qu'on me raconte une histoire, il y a une notion un peu pédagogique, avec un début, un milieu et une fin. Est-ce qu'on a cette même approche dans vos réflexions ? Le début et la fin, c'est une question qui va surtout se poser dans un livre, en fait, parce que le sens de lecture, il est qu'il y a un début, une fin. Donc, moi, je me suis posé cette question pour ce travail-là, en particulier Gardien du temps, dans le livre, et notamment aussi parce qu'il y avait vraiment, là, pour le coup, une fin assez symbolique, mais bon, tu es bien souvent plutôt dans l'évocation que dans quelque chose d'extrêmement informatif, quoi. Tu peux symboliser une fin par une image, voilà. J'en sais rien, tu peux avoir recours à des formes esthétiques, la nuit, j'en sais rien, pour parler de l'évolution d'une histoire. Mais en tout cas, oui, il y a une volonté au départ de narration, ça c'est sûr. Oui, non, sur ta question, c'est quelque chose qui m'a toujours amusé. Les mots n'ont plus les mêmes sens suivant les périodes et suivant les disciplines. C'est vrai que moi, encore maintenant, je pense, mais quand j'étais jeune, si on te disait il y a un documentaire à la télé, quoi, t'avais qu'une envie, c'est pas de le regarder, quoi. Soyons clairs, c'était pas très attractif. Ouais. Non, clairement, documentaire, c'était pas un mot très excitant, quoi. Moi, je trouve, en tout cas, pour moi, quoi. Et c'est vrai que le mot documentaire, dans la photo, au début, il n'était pas trop, et est devenu très tendance. Les mots évoluent, on le sait tous dans la société, les mots recouvrent le même mot en 1980 et maintenant, en 90, 2000 et maintenant, n'ont pas les mêmes sens. Et maintenant, le mot documentaire est très valorisé dans la photo. Mm-hmm. On dit à quelqu'un, tu es un reporter, il va dire non, je suis un artiste documentaire. C'est beaucoup, voilà. Après, ça pèse un peu plus, quoi. Ça pèse un peu plus. Bon, après, il y a une vérité derrière, mais il y a aussi voilà. Donc le mot documentaire n'avait pas le même sens. C'est pour ça que pour moi, la photo documentaire n'est pas tout à fait dans le même esprit que le documentaire qu'on peut voir à la télévision ou au cinéma. C'est le même mot, mais qui ne recouvre pas les mêmes réalités, à mon sens. Mais le documentaire peut être aussi tendance appréciée, tu vois. Arte, c'est toujours formidable, et puis ça fait 1% d'audience. Donc finalement, est-ce que le documentaire reste pas confidentiel? Et à qui s'adresse-t-il? Ou est-ce que quand vous concevez votre sujet, vous pensez déjà au type de public qui va le recevoir et du coup vous l'adaptez en fonction? Oui, c'est une question. On fait quand même des images pour qu'elles soient vues aussi, pas que, mais après, moi je réagis toujours par rapport à ce travail que j'ai fait, même si j'ai fait un peu d'autres choses, mais c'est plus simple. 4 ans, ça compte quand même. Oui. Non, mais c'était pas 4 ans en plein temps. On a bien compris. Et puis voilà, faire un livre, on en reparlera après, ça prend du temps aussi, donc ça englobe tout ça. Mais y a des, oui, moi j'ai toujours une volonté de toucher un public qui va être un public pas forcément, comment dire, d'initier à la photo, d'amateur. À la photo, ouais. Ok. Donc tu cherches à toucher le grand public plus. L'idéal, c'est d'avoir quelque chose qui va parler à un maximum de gens, et en même temps, ça paraît bizarre de dire ça parce que ça demande une forme de
compromis, mais qui après est limité parce que tu vas vers ce que tu veux faire. Mais moi, j'aime bien l'idée qu'il n'y ait pas trop d'entre-soi et qu'il y ait des choses qui puissent quand même toucher un petit peu des gens qui arrivent là et qui découvrent presque le travail par hasard ou qui sont plus attachés au sujet qu'on va montrer que vraiment amateurs de photographie, quoi. Ok, très bien. Bon, bah voilà, on comprend un petit peu mieux ce que c'est maintenant qu'un documentaire photographique. On va parler un peu diffusion et financement. On vous propose de réentendre Wilfried Estève de Hans Lucas qui nous donne quelques clés de réflexion pour poursuivre notre discussion. On l'écoute. On aime les photographes documentaires, on aime la photographie documentaire. On en a accepté très tôt. En fait, je pense par exemple à des jeunes photographes comme Michel Slonka, qui fait quasiment que ça, quoi. On a dédié un site à cela, dans Hans Lucas, c'est le site que l'on appelle Long Term Project. On aurait pu l'appeler documentaire. Et d'ailleurs, dans ce site, en fait, on a eu cette année, ça c'est quand même quelque chose d'assez remarquable, Romain Lorendo qui a eu 2 WordPress. Ce que je rappelle souvent aux photographes français, auteurs ou alors qui travaillent en France, c'est que quand même, on a la chance d'être plutôt bien accompagné en France par un ensemble de manières de produire le documentaire, que ce soit des bourses, des prix, des festivals qui le mettent en avant. Je peux citer par exemple Pierre Faure qui mène un gros travail sur la France à travers France Périphérique, qui a eu le prix Camille Lepage, Roger Pic ou encore le prix Fidal de la photographie documentaire. C'est des personnes qui ont du mal à trouver des accès sur la presse. Karine Pierre aussi, qui a travaillé sur un très long travail au Liban, ou Julie Franchet, qui est arrivée aussi par des festivals à trouver les moyens de faire des choses. En France, en fait, si on regarde des structures comme le CNAP qui vont amener à des photographes qui sont en capacité, par contre, de mettre noir sur blanc dans des dossiers un petit peu leur intention, un planning, un budget, etc. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Mais à partir du moment où on arrive à avoir une logique de dossier, on arrive à trouver les moyens de produire. Les festivals aussi amènent une partie peuvent compléter sur le budget d'un travail au long cours. Par contre, à contrario, on est par exemple on a Juan Carlos qui est un photographe américain, qui est un des rares photographes à avoir couvert, il est dans le documentaire aussi, l'arrivée des talibans en Afghanistan. Et lui, il y est depuis, en fait, ça va faire plus de 6 mois qu'il est là-bas. On est dans du documentaire. Et lui, en fait, il a réussi à trouver les moyens de publier en France une photographie, entre guillemets, documentaire, parce qu'il n'est pas sur de la hard news, mais vraiment, il prend le temps de comprendre et d'aller au-devant des acteurs, des gens sur place. Il a réussi à trouver les moyens de faire des très belles publications en presse. La photographie documentaire dans les médias, en fait, c'est quelque chose qui va avoir plus du portfolio plutôt qu'autre chose. Alors, là où je dis qu'il a eu la chance, c'est entre guillemets la chance, d'être sur un fait d'actualité assez fort. Quand on est sur la France, sur des choses beaucoup plus en douceur, en profondeur, avec le recul qu'a la photographie documentaire, on n'est pas sous les feux de l'actualité. Donc là, c'est plus compliqué à faire publier dans les médias et à financer. Par contre, quand on arrive à raccrocher un bon sujet, entre guillemets, intéressant, pertinent de photographie documentaire au cœur de l'actualité, là, c'est super intéressant. C'est-à-dire que les photographes tirent leur épingle du jeu financièrement. Sinon, c'est un petit peu compliqué. Parce que c'est un petit peu antinomique. Le photographe documentaire qui est plus là, avec un regard subjectif, à traiter les choses à profondeur, n'arrive pas forcément à trouver d'emblée sa place dans la presse. Alors que le photojournaliste, beaucoup plus facilement. En fait, il faut vraiment réfléchir la manière dont on veut se projeter dans le marché quand on est photographe documentaire, et de jongler selon un petit peu l'actualité, mais aussi évidemment l'actualité, suivre les prix, les bourses à rendre en temps et en heure, ce qui est un petit peu compliqué parfois pour un photographe. Donc de saisir tout ce contexte-là. Bon, Florence, pour qu'on se rende compte un peu sur un cas concret, est-ce que tu serais d'accord pour nous dévoiler un peu la face cachée derrière Gardien du Temps? Comment t'es venue cette idée? Comment tu l'as financée? Où est-ce que tu as diffusé les images? Oui, je suis d'accord. Exceptionnellement, Merci, bien Jean-Pierre. sûr. Exceptionnellement. Mais que ça reste entre nous. Attends, alors l'idée, parce que l'idée, ça c'est... Bon, enfin, cela dit, si ça, parce que je peux partir là pendant 3 heures sur l'idée. Tout ça. On essaye de faire synthétique. On va faire synthétique. Tout à l'heure, je parlais du fait que ça se situe en France, c'est pas anodin.
parce qu'avant ça, j'avais réalisé des projets très lointains et donc qui nécessitent du coup des dépenses, des absences prolongées et en fait, du coup, qui offrent pas forcément la possibilité d'un travail très approfondi. Donc ça avait une importance que ce soit en France. Donc j'ai vraiment cherché, ça a vraiment été un des critères, bien sûr, pas le seul. Ensuite, alors moi personnellement, et ça c'est vraiment du luxe, mais j'aime bien avoir aucune contrainte au départ. Là vraiment, j'avais envie, comme je disais, d'expérimenter, donc je voulais pas du tout avoir de compte à rendre. Et donc, je me suis autofinancée sur ce projet. Et grâce à voilà, les travaux de commande que je fais à côté, en fait, on a une petite trésorerie C'est un personnelle. investissement. Exactement. Donc, c'est un pari de faire ça parce qu'on n'est pas sûr de récupérer ses billes. Mais déjà, voilà, moi, j'avais très envie. Enfin, je sentais vraiment que ça valait le coup de faire ce projet. Et puis, donc, ça a payé puisque au bout de, je sais plus quand c'était, 2 ans, j'ai commencé à montrer ce travail et j'ai approché la presse en me disant que bon, il s'agit quand même d'un sujet de société. Il y a un observatoire météo, il est en train de fermer, ça parle de métiers qui disparaissent, ça fait écho à plein d'autres disciplines scientifiques comme ça, et puis plein de métiers qui deviennent obsolètes. Bon, il y a une histoire humaine aussi très importante. Ça se passe dans une campagne où ce lieu est très emblématique et une institution pour les gens. Donc voilà, bref, je ne vais pas m'étendre sur le... Non, mais pour séduire le diffuseur, alors tu t'y prends comment? Tu leur vends déjà l'histoire, entre guillemets, tu montres quelques images, tu leur dis quand est-ce que tu vas la voir? Ah oui, Comment ça se passe très concrètement, oui. Ouais. Tu fais tu fais un PDF. Tu écris, donc moi j'aime aussi. Ça peut effrayer beaucoup, certains médias de dire beaucoup il va écrire. falloir attendre tant de temps avant Ah d'avoir non, le non, sujet. mais là, moi je ne l'ai pas joué comme ça. Je ne l'ai pas joué, produisez-moi le sujet. Je suis arrivée avec les images, j'ai publié des images qui étaient déjà faites. Donc, parce que bien sûr, tu peux arriver avec une idée de sujet, ça se fait encore un peu, mais bon, c'est compliqué de se faire produire par la presse aujourd'hui. Et moi, je suis pas... j'ai pas une collaboration très régulière avec la presse, donc j'essaye très peu de faire ça. Par contre, arriver avec le sujet produit, c'est ce que j'ai fait. Ça fonctionne plus facilement parce que là, les images parlent. Et moi, j'avais quand même un peu étendu dans ma façon de travailler, puisque j'avais démarré sur un style très reportage. Donc, j'avais beaucoup d'images de quotidien, etc. Donc, je me suis dit, bon, ça va les intéresser. Je vais leur donner ça. Et alors, c'est là où je rejoins ce que je disais tout à l'heure. Moi, j'ai été surprise des choix qui ont été faits, qui allaient vraiment beaucoup plus vers l'aspect un peu onirique du projet, avec ces portraits qui étaient parfois un peu mis en scène. Donc, ça posait la question justement de... On parlait de... On est dans lyrisme là. Ouais, et puis on est justement dans la définition des limites du documentaire. C'est ça qui est super intéressant, c'est qu'est-ce qu'on s'autorise aussi à faire avec le sujet. Sans trahir le propos initial. Sans trahir, justement, même pour être plus fidèle au propos, parce que moi, c'était vraiment ça ma question, c'était comment on parlait d'un métier comme ça, où on est en lien avec le... Donc, ces images, elles ont été beaucoup reprises par la presse. Et donc, pour répondre aux questions initiales, je pense, c'est ce que je disais tout à l'heure, Arthur, je ne suis pas sûre d'avoir fait vraiment le calcul, mais ça m'a, à minima, remboursé tous mes frais de production. Donc, ça a été un pari gagnant. Après, il y a eu des ventes de tirages lors des expos. Il y a eu des expos, donc des droits d'exposition. Donc, finalement... il y a une petite économie qui s'est mise en place et qui a permis vraiment que le calcul soit bien. Et Wilfried évoquait aussi l'importance des festivals, des bourses. Comment on se prépare à ça quand on est photographe? Toi, Jean-Christophe, quels conseils on peut donner à des photographes qui veulent participer? Il y a des temps forts dans l'année, il y a des festivals ou des bourses plus importantes que d'autres.
Non, mais c'est vraiment ça maintenant le métier de photographe, quoi. En fait, c'est un peu faire des photos, mais c'est beaucoup trouver les moyens de pouvoir faire ce qu'on a envie de faire. Alors avec des contraintes, effectivement, on reste plus en France. Moi, j'ai des projets lointains aussi que j'arrive pas à monter parce que c'est des gros budgets. Et puis bon, il y en a d'autres qui arrivent aussi parce que tout à coup, bon, on peut postuler à des résidences. Il y a beaucoup de résidences. On peut faire des auto-résidences, comme tu dis. Voilà, parce que des fois, c'est où tu prolonges quelque chose, ou des fois, tu es invité quelque part. Moi, des fois, je suis invité pour faire une expo, donc je loue l'expo et je reste plus longtemps sur place. Ça me donne une idée pour commencer quelque chose. J'ai commencé une petite série à travers 3 résidences sur des petites villes françaises. C'est la série Frenchtown. Donc, chaque fois, je fais moi-même un petit livre après. Alors, moi, je suis vraiment un obsédé du livre, donc je fais toujours une restitution par livre. J'ai travaillé longtemps dans la presse, c'est peut-être pour ça que j'ai plus trop envie, enfin j'ai bien envie d'être publié dans la presse, mais je sais que c'est compliqué, je connais un peu le mécanisme de la presse, donc j'ai aussi envie d'être un peu indépendant de ces recettes-là. En revanche, c'est le même principe, c'est de louer des expos, c'est d'essayer de vendre des tirages, mais il y a toutes ces aides, il y en a beaucoup finalement, mais c'est vrai que ça dépend beaucoup de temps de faire des dossiers. Ce que dit Wilfried Estève est très juste. Les dossiers, c'est très chronophage, il faut expliquer son propos, et souvent on est quand même 200 pour au final une bourse ou deux. Donc c'est bien d'en faire, mais c'est compliqué. Il y a des spécialistes de ça. Il y en a qui sont très très forts là-dessus, et je dis bravo à eux, quoi. Chacun ses spécialités, mais on arrive assez bien si vraiment on a cette idée un peu chevillée au corps et qu'on a vraiment envie de faire quelque chose. On arrive toujours globalement à trouver un moyen, un terme de le faire. Et on revient à Viviane Meyer ou à d'autres choses comme ça. Pour moi, c'est ça le métier de photographe, quoi. C'est clairement se donner la force, l'ambition, le courage, tout ce qu'on veut, et d'arriver à faire son truc et d'être un peu... On est toujours un peu producteur de son travail. C'est fini le temps où on pouvait juste aller voir quelqu'un, bon, sauf si on est peut-être, il y en a 3 ou 4 en France qui peuvent aller voir quelqu'un et être financé. On n'est plus financé. Donc, c'est fait partie de notre métier, à la fois de financer le sujet et à la fois de s'occuper d'après, de faire vivre le sujet. Parce que il ne suffit pas de le faire, quoi. Il faut le faire vivre, et c'est un vrai boulot, quoi. Ensuite montrer son travail, ensuite démarcher pour des expos, et puis une fois que le livre est sorti, c'est pas fini, tu vas voir. Je veux dire, c'est vrai que le livre, après, il faut le faire vivre pour qu'il soit acheté, parce que... Mais il reste. Donc, au moins, il est reste, là, il bien reste. sûr. Tu vois, Non, Arthur mais, parlait tout à l'heure de ton bouquin qui sort sur des images faites il y a 30 ans. Non, mais moi, je suis évidemment, on est tous fanatiques du livre, mais disons que ce que je veux dire, c'est qu'on est dans cette logique, et le métier de photographe, c'est tout ça, quoi, en fait. C'est vrai que la prise de vue est un moment, mais que le métier comprend tout ça. C'est pas juste faire des photos. Ouais, c'est une course de fond. Pour un projet, Ça fait pas forcément rêver, mais au moins c'est concret, quoi. Non, mais c'est concret, mais c'est vrai que, bon, à côté, il y a des activités qui sont un peu plus rémunératrices. Bon, on peut avoir une commande ponctuelle, on peut avoir des bonnes surprises, heureusement. Voilà. De toute façon, moi, j'avais retenu une phrase de quelqu'un que j'ai eu la chance de connaître un peu et qui m'a vraiment intéressé, qui était Robert Delpire, donc le fameux éditeur, celui qui a publié Cartier-Bresson, Koudelka, et qui était quelqu'un de très pragmatique et pas du tout compliqué. Il m'a dit, écoute, ce qu'il faut, il faut faire. Voilà. Donc moi, j'ai écouté, je fais. Voilà. Et en fait, les choses arrivent quand on fait, et non pas quand on se dit qu'on devrait faire, qu'on pourrait faire. Il faut faire. Et puis il y a quand même des moments exaltants, il ne faut pas croire. Il y a des gros découragements, puis il y a des moments de joie intense quand ça marche et que ça avance. Donc, et ça, c'est bien, c'est un peu d'adrénaline aussi. Bon, alors on a défini ce que c'était un documentaire photographique, comment on le construit, on a parlé production, on a parlé diffusion, mais on n'a pas encore vraiment parlé de photos et de prise de vue. C'est ce qu'on va faire maintenant. Alors, parmi les outils qui sont à disposition des photographes et qui souhaitent adopter cette fameuse écriture documentaire, les appareils type moyen format séduisent. Ils offrent déjà une qualité d'image supérieure au 24-36 et sont beaucoup plus maniables que la traditionnelle et glorieuse chambre photographique. Le photographe Jean-Luc Bertini, qui a réalisé un projet au long cours, American Solitude, qui est publié chez Actes Sud, nous parle de son appareil, un boîtier 6.7 argentique, moyen format donc. On l'écoute. En commençant mon projet sur les États-Unis, je savais que je travaillerais au moyen format et en couleur. J'utilisais le moyen format et plusieurs modèles, d'ailleurs, depuis plusieurs années, dans le portrait surtout, mais également dans un travail que j'avais commencé en 2004 sur la mer Noire et qui aura été déterminant, je crois, dans mon projet américain par la suite. Ce boîtier, qui est un 6.7 en fait, il se manie comme un gros Leica et j'apprécie plusieurs choses. Voilà, sa maniabilité, sa légèreté, la luminosité de son verre de
de visée et cette frontalité qu'il offre. C'est une sorte de petite chambre en fait. Et puis on fait peu d'images avec, ce qui force à l'économie et donc à la précision. Et évidemment on a du détail dans le négatif et donc dans l'image, plus qu'on en aurait en 24-36. J'ai souvent pensé dans ces voyages que j'étais une sorte de cow-boy armé d'un 10 coups. Classe comme témoignage, hein. Florence, toi, tu as commencé gardien du temps en 24-36, puis en cours de route, tu es passé au moyen format GFX Fujifilm. Explique-nous un peu pourquoi. Alors, moi, je travaillais comme Jean-Luc au moyen format argentique pendant longtemps. J'ai travaillé avec ça pour les projets perso. Pour des raisons économiques, le projet à l'Observatoire, je l'ai commencé en numérique, donc avec mon matériel numérique qui était du 24-36. Mais en fait, j'avais vraiment très envie de retrouver un peu cette esthétique du moyen format qui donne un velouté dans les flous et puis vraiment une rigueur dans la prise de vue qu'on avait moins, parce que comme Jean-Luc le décrit, avec le moyen format argentique, on est plus précis. J'avais eu l'occasion d'essayer ce boîtier, le GFX là, de Fuji, sur un salon, et j'ai demandé à Fuji de me le prêter, et ça a été accepté. Donc ça, c'est super de pouvoir embarquer des boîtiers comme ça. Et en fait, j'ai assez vite compris que pour ce que je voulais faire, donc comme je l'expliquais tout à l'heure, moi je suis dans une photographie assez lente. Il y avait des choses qui se posaient. J'ai fait poser les personnages pour les portraits, et puis sur les paysages extérieurs, il y avait une forme d'attente un peu de la bonne lumière. Donc je n'étais pas dans des mouvements vraiment très prononcés sur le travail là-bas. Donc, et en même temps, j'avais besoin, parce que je projetais aussi des expositions, j'avais besoin de ce piqué exceptionnel que peut offrir le boîtier. Et en même temps, cette maniabilité dont il fait état aussi, qui est, t'es dehors, il y a au Mont Igual, il y a des pointes de vent à, je sais pas, 150, enfin c'est quand même assez. C'est des conditions climatiques un peu violentes, hein, des fois, là-bas. C'est très violent, donc je pouvais pas. J'ai aussi bossé un peu à la chambre il y a longtemps. Je pouvais pas du tout me permettre ça. Donc le GFX, il a permis un peu ce compromis-là, sans et puis vraiment avec une qualité sublime de l'image, hein. Faut quand même le dire, il y avait une restitution des couleurs. On est très proche de l'argentique, donc en termes de grain aussi, c'était très satisfaisant le résultat de ce boîtier-là. Ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure sur l'héritage de Walker Evans et son documentaire lyrique. L'outil photographique peut être au service de l'écriture documentaire, finalement. Ah oui, absolument. Enfin, moi, j'ai souvent écrit là-dessus en disant que c'est pas l'appareil photo qui évidemment fait la photo, mais le choix de l'appareil photo fait partie d'un choix esthétique. C'est-à-dire, on fait un sujet avec un réflexe 24-36, avec un Leica télémétrique, avec un moyen format. Moi aussi, j'étais un grand adepte des moyens formats argentiques, donc ceux qui ont parlé avant moi n'ont pas cité la marque, mais je pense qu'ils parlaient d'un Mamiya 7. Voilà. Je sais pas, c'était un Mamiya 7. C'est un Mamiya 7 que j'aime bien parler. Mais Jean-Luc l'a pas dit. Non, mais bon, voilà. En plus, voilà. Donc moi, j'ai plutôt eu un Mamiya 6. Voilà. Donc mon livre sur Tokyo est fait. Moi, je suis plutôt en photo de rue. J'aimais bien l'idée du défi, et c'est une photo un peu plus difficile à faire, mais du coup, on est plus concentré. Enfin, c'est ce que dit tout le monde un peu, je pense. Et puis il y a cette idée de distance que je disais tout à l'heure aussi. On a moins de possibilités. Et souvent, quand je fais aussi des workshops, je dis genre, mais il faut que ça soit, qu'on ait des frustrations, des photos qu'on puisse pas faire. Comme ça, on se concentre sur ce qu'on peut faire. On peut pas utiliser de longue focale, on peut pas forcément être très près. Voilà. Et puis j'avais aussi un boîtier que j'adore, qui est un Hasselblad 500 cm, voilà, qui est un réflexe moyen format. Et c'est pas du tout pareil qu'un télémétrique moyen format. C'est beaucoup plus lourd, beaucoup plus gros, mais ça a un autre rendu, ça a un autre velouté.
Après, j'ai eu un 6.7 Fuji, justement, en argentique, le dernier qui est sorti, là, le 670W, qui est magnifique aussi. Voilà, et c'est vrai que tous ces moyens formats, en fait, il n'y a pas un moyen format. On va dire, il y a différentes écoles de moyens formats, et c'est ça qui était intéressant en argentique. Mais tous avaient cette contrainte un peu d'une photo un peu plus posée. Comme il dit, on a 10 vues dans un film, ça coûte assez cher aussi. On revient quand même à cette contrainte-là, donc on est beaucoup plus, on réfléchit beaucoup plus. En numérique, c'est vrai que ça va être un peu moins différent parce qu'on n'a pas cette contrainte du nombre de vues aussi, mais on retrouve la même. On a la lourdeur des pixels et des fichiers. Hein. Le 100 millions de mais pixels, il est très chouette, mais il y a toujours avec un moyen format, même en numérique, cette volonté de prendre un petit peu plus son temps, de peut-être de cadrer Absolument. un peu plus précisément. Mais on fait quand même plus de photos. Enfin, moi, en tout Oui. cas, parce que j'ai aussi essayé le Fuji. Moi, personnellement, j'ai un Pentax moyen format première génération que j'adore, que je sais que dans une de vos émissions, Faut pas pousser, vous l'avez carrément balayé d'un revers de la main. Ah, les réflexes. Le Alors, Pentax le Pentax 645. 645D, le premier que j'aime beaucoup, avec voilà, qui est très lent. Alors lui, justement, il est vraiment lent, c'est-à-dire qu'il met 20 secondes à faire apparaître la photo derrière, donc je n'utilise pas l'écran arrière. C'est vraiment le moyen format, et j'adore son rendu, et j'aime cet appareil, et puis c'est tout. Mais quand vous avez écouté, je m'étais dit, vraiment, ils ont oublié le Pentax. Mais voilà, donc en fait, ce que je veux dire, c'est pas du tout la même chose que le Fuji, qui est une autre logique qui se rapprochera plus, enfin peut-être tu me détromperas, mais effectivement du Mamiya, ou c'est une vision un peu télémétrique, même si c'est un viseur électronique. Ouais, c'est ça. Donc c'est quand même un viseur différent, mais il y a quand même cette maniabilité, ce rapport avec un... Voilà. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas un seul moyen format, il y en a plusieurs, mais avec cette idée toujours de quelque chose de plus pensé, de plus distant, et puis bon, il y a la qualité d'image qui permet aussi de faire des grands tirages, de recadrer et d'avoir cette réserve de pixels. Pour rire, je dis souvent que dans les gros capteurs, les pixels sont heureux, quoi. On le voit sur la photo, quoi. Alors que quand j'ai des appareils avec des petits capteurs, je sens les pixels trop serrés, quoi. Je les sens pas heureux quand je tire ma photo. Et donc j'aime bien les pixels, rendre les pixels heureux. Vivons heureux, vivons sur des grands capteurs. Bon, je vais mettre un terme à cette discussion, à ce grand C'est très débat. technique, le bonheur du pixel. On passe au débrief. Nous sommes toujours avec les photographes Florence Joubert et Jean-Christophe Béchet pour parler de l'expérience, de l'exercice du documentaire photographique. Florence, Jean-Christophe, si on devait essayer de résumer, de synthétiser en quelques secondes, en quelques minutes, ce qu'on s'est dit pendant cette émission, qu'est-ce qu'il faudrait retenir? Florence, c'est toi qui commences. Interdiction de prononcer le nom de Viviane Mayer. Ah oui, je ne remonterai pas jusque-là, puis je laisserai les spécialistes en parler. Ce qu'on s'est dit, c'est la définition et replacer l'histoire du documentaire dans le contexte historique et puis définir un petit peu ce que c'est. Je pense que c'est intéressant pour les auditeurs se rappeler cette notion du temps, donc du temps long du projet. Mais moi, je tiens donc aussi à ça, cette histoire de l'expression du temps dans ces travaux-là, qui du coup n'est plus le temps forcément de l'action et qui vient un petit peu étoffer le propos et la narration. On l'a très vite évoqué, mais les libertés qu'on peut prendre aussi dans le documentaire, ça je l'ai évoqué sur qu'est-ce qu'on s'autorise et dans quel but. Tu veux dire d'un point de vue esthétique surtout? Ouais. J'évoquais les mises en scène, mais voilà, qu'est-ce qu'on met au service du propos et de l'histoire qu'on veut raconter? Il y avait un WordPress qui avait été démis, destitué, puisque le photographe avait reconnu avoir fait des mises en scène. Donc il y a une distance aussi dans la mise en scène à trouver. Oui, mais est-ce que justement, c'est pas là où on fait ce distinguo avec la photographie de reportage qui se doit un petit peu d'être fidèle à la réalité? On pourrait effectivement en faire une très grande question. Mais je pense que justement, dans cette photographie documentaire, il y a vraiment cette possibilité de prendre des libertés comme ça, d'explorer des limites. Jean-Christophe, est-ce que tu peux nous donner une définition de ce qu'est un documentaire photographique?
En la synthèse, je dirais peut-être qu'en fait, le mot reportage, pour moi, maintenant, a un peu explosé, quoi. Enfin, ça ne veut plus dire grand-chose, quoi. En fait, donc, pour aller très vite, je dirais qu'il y a 3 familles photographiques dans le reportage, peut-être pour faciliter la compréhension par les auditeurs. Il y a pour moi vraiment ce qu'est le photojournalisme, qui a dans son mot même le mot journalisme. Donc, c'était quand même principalement fait pour la presse. Et là, il y a ceux qui font de l'actualité chaude, enfin, du hot news. Il y a un événement, il y a un attentat, il y a un tsunami. Enfin, c'est souvent des moments un peu tragiques quand même. Et puis, il y a ceux qui construisent des histoires, qui suivent un médecin de campagne ou qui vont travailler sur, voilà, qui vont faire un sujet magazine. Ça, on est dans le photojournalisme. Après, dans un autre domaine, il y a aussi dans le reportage quelque chose qui, moi, m'est cher et sur lequel je travaille beaucoup, qui est la street photo. Je suis en train de préparer un livre sur la question. Je fais des entretiens avec des gens un peu, des historiens un peu sur cette question-là, parce que pour moi, la street photo, justement, maintenant, c'est émancipé du reportage, au sens où il n'y a pas d'événement fort dans la street photo. C'est la photo de la banalité, du théâtre, de la rue, mais c'est pas des sujets, entre guillemets. C'est plutôt une photo de l'errance, mais qui raconte la société. Et j'en ai parlé avec Michel Poivert, justement, qui est un historien de la photo. Et il y a une différence entre la photographie documentaire de départ et une photographie qui finalement a une visée documentaire, mais qui au départ n'est pas forcément faite pour être un document. En vieillissant, une photo prend une donnée documentaire, souvent un peu qui n'est pas forcément prévue au départ. Voilà. Et puis entre les deux, il y a cette photographie documentaire qui pour moi est la version un peu moderne du reportage au sens qu'on l'entendait avant, qui est de prendre un sujet, d'essayer de le mener à bien et aussi le mener à bien avec son propre rythme. Et ce qu'on a dit tout à l'heure, effectivement, avec d'autres outils, d'autres appareils photo, une autre temporalité et une autre forme de diffusion prioritaire. C'est rarement la presse qui est la diffusion prioritaire d'un sujet documentaire. Ce sujet est fait pour être à la fois, c'est ça qui est excitant, à la fois en presse sous des déclinaisons, un peu ce que tu racontais tout à l'heure, une portion, on va dire, voilà, mais aussi en expo et aussi en livre. Donc c'est un travail un peu qui inclut plusieurs destinations photographiques qui est intégré dès le départ. Alors dans le photojournalisme, au départ, on intègre quand même l'idée de la presse prioritairement, de l'actualité, et la légende est beaucoup plus importante. Dans le documentaire, on va plus pouvoir être subjectif, on va plus pouvoir justement se prendre des libertés avec la mise en scène. Enfin, on revendique sa signature et on ne dit pas que ce qu'on montre est l'événement brut, pur. Souvent, c'est des événements assez faibles, donc il n'y a pas vraiment de vérité à restituer, purement journalistique. Florence, c'est quoi les principaux obstacles à surmonter quand on se lance dans un projet de documentaire photographique ? On en a parlé déjà. C'est éviter le découragement qui peut arriver trop vite. Tu nous parlais de phases dures et de grandes joies. Ouais. On voit des fois les photographes comme des gens très solitaires par rapport à des vidéastes qui sont entourés d'équipes, etc. Est-ce que ça veut dire que tu en parles avec des confrères ou pendant les résidences, tu en profites pour partager un peu tes doutes ou... Oui, alors moi j'ai une grande chance, je me suis rendu compte de ça assez tard parce qu'effectivement j'ai rencontré des photographes qui étaient extrêmement seuls dans leur pratique. Moi j'ai fait partie d'une agence pendant 12 ans, Picture Tank, et j'ai vraiment une famille professionnelle avec qui j'échange constamment en fait sur... un petit peu sur les pratiques, les doutes, on se montre des images et ça c'est super important parce que effectivement après dans le temps de la production on est un petit peu seul face à son travail, à son sujet et on va passer par plein de phases de doutes quand j'en sais rien, au bien fondé de ce qu'on fait, enfin c'est pas le bien fondé, c'est pas le mot exact, mais est-ce que ça vaut le coup de continuer, etc. Donc, en fait, moi, j'ai l'impression que vraiment qu'on tient un projet, on continue d'y croire assez longtemps et finalement, il y a quelque chose, c'est assez instinctif. Il faut vraiment, je pense, suivre un petit peu son instinct. Et puis, les difficultés, oui, après, c'est faire des paris un petit peu, faut prendre des risques. Donc, il faut pas avoir trop peur, quoi. Ou tout simplement faire, alors, comme disait Robert Delpierre, voilà. qu'on a cité pendant l'émission. Non, mais c'est vrai que être dans l'action, et puis tu disais le grand risque, donc
pour rire, souvent, je dis, le risque de la photo documentaire, il y a quand même un petit risque, à mon avis, esthétique, c'est de faire des photos que je vais appeler un peu chiantes, pour être clair. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est une photo assez statique, souvent. Donc, c'est vrai que des fois, moi, je me pose cette question, et puis quand j'en parle avec d'autres, c'est vrai qu'il faut arriver à faire une photo, parce que aussi, l'idée de la diffusion va passer aussi par une photo on revient un peu à l'idée de l'esthétique ou des choses comme ça. Voilà, je pense aussi que c'est un moyen de faire passer son sujet, d'essayer de faire des photos parce que la photo est moins dynamique en général et moins spectaculaire. Quand on parlait tout à l'heure de la photo animalière, elle va plus plaire directement. La photo de reportage, d'action, la photo de guerre, c'est beaucoup plus excitant d'entendre parler un photographe de guerre parce qu'il va parler de l'actualité. Un photographe documentaire, le danger, le risque, c'est de faire quelque chose d'un peu ennuyeux. Et donc, il faut... moi, en tout cas, je me pose chaque fois cette question, parce que pour nous, c'est pas ennuyeux, parce qu'on est dedans, comme toutes les histoires qu'on se raconte, mais comment faire passer une histoire avec des cadrages assez posés, assez calmes, assez bien faits, mais assez, des fois, répétitifs. Comment faire passer son sujet sans faire, au final, un livre, une expo, une restitution qui peut paraître ennuyeuse, quoi. Et donc, c'est ça il faut un peu le trouver défi. son public. Je pense, Oui, après, il faut garder son style, mais il faut... moi, c'est une question aussi que je me pose, moi, en tout cas, et que je me pose, parce que des fois, moi, par exemple, j'ai fait beaucoup de photos que, quand je les montre, je vois bien que certaines séries ennuient les gens. Moi, elles ne m'ennuient pas, mais... Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi un appareil type moyen format est pertinent pour l'exercice du documentaire photographique ? Il est pertinent parce que l'usage d'un outil nous change notre façon de photographier. Souvent, on choisit des appareils, j'entends les tests et tout ça, et je trouve ça très utile, mais on parle que de la qualité d'image ou des choses comme ça. Or, pour moi, ce qui compte avant tout d'un appareil photo, c'est en gros son ergonomie, sa taille, son poids et son viseur. Et souvent, je dis aux gens, vous faites le même parcours avec un petit appareil, avec un gros, les mêmes lumières, un aller-retour, et vous ne ferez pas les mêmes photos suivant l'appareil que vous avez. C'est pas que l'appareil sera mieux ou moins bien, c'est pas une question de meilleure qualité, c'est une question que psychologiquement, on n'est pas pareil. Suivant l'appareil qu'on a, c'est comme, souvent je compare avec la musique, c'est comme jouer du violon ou du violoncelle, ça peut être assez proche et c'est très différent parce qu'on n'a pas le même outil. Et donc avec un moyen format, on va nécessairement voir des choses différentes parce qu'on se programme un peu en fonction de ce qu'on a. C'est un peu la même histoire que le noir et blanc et la couleur. C'est-à-dire que quand on décide de faire du noir et blanc, on voit noir et blanc. C'est pas un choix par défaut après. Et là, le moyen format, c'est l'idée aussi qu'on se met dans une autre logique, dans une autre concentration, et l'appareil lui-même nous emmène dans une autre façon de photographier, parce que souvent on l'a pensé avant, quoi. En fait, une photographie se fait jamais sans une pensée avant et une pensée après. Merci. Florence, tu veux ajouter quelque chose ? C'était assez complet, effectivement. Je pense que tu disais que ça détermine un peu aussi la condition mentale dans laquelle on se met, c'est même en fait physique. Hein. Tu parlais du violon, du violoncelle, mais effectivement, on a un positionnement et donc tu faisais très justement référence à la distance tout à l'heure. Je pense que voilà, il y a la façon dont on tient le boîtier, il y a bien évidemment aussi la focale qu'on utilise qui vont déterminer un petit peu comment on se place par rapport au sujet et ça va être le prolongement d'une intention qu'on veut donner justement dans le projet. Après, moi, j'évoquais aussi tout à l'heure la rigueur un peu qu'impose le moyen format parce que on a beaucoup moins le droit à l'erreur que sur du 24-36. Il y a un champ de netteté qui est super fin, donc on ne peut pas se tromper. Donc, on est obligé de se poser, vraiment de caler son cadrage et sa mise au point beaucoup plus précisément. Et je rajouterais juste un petit point, il y a aussi la façon dont on est perçu par les autres dans le cas d'un portrait ou d'une photo. C'est-à-dire on paraît plus sérieux ou plus intimidant aussi. C'est à double tranchant. Moi, j'ai toujours remarqué ça et j'en ai parlé avec pas mal de photographes, même qui utilisaient la chambre. On est souvent mieux accepté avec des gros appareils qu'avec des petits, parce qu'on n'est pas associé à des paparazzis ou à une photo volée. On nous voit, c'est franc. C'est un appareil honnête et franc. En fait, quand les gens nous voient, souvent, on prend son temps pour cadrer. C'est vrai qu'on va. Donc, même moi qui ai fait de la street photo en moyen format, un peu, parce que pour démontrer qu'on peut en faire, et ça pose pas de problème. En fait, c'est pas la grosseur de l'appareil qui crée son côté agressif. Bien au contraire, c'est souvent des petits appareils qui paraissent plus intrusifs, plus louches d'une certaine façon. Et moi, j'ai souvent remarqué que le moyen format était bien accepté surtout avec les appareils où on baissait la tête, là, en fait, où on cadrait un peu. Tu retrouves un regard. Il y a quelque chose qui fait que la personne se sent aussi prise au sérieux, Et c'est des appareils qui sont beaucoup moins connus du grand public, donc ils attirent vraiment la curiosité. Les gens viennent dire mais c'est quoi votre boîtier ? Ah oui, ça t'arrive toi qu'on te dise tiens c'est quoi ça ? Ah oui. Ouais. Ça m'arrivait déjà avec le Mamiya 7 très souvent. Tout à fait. Ouais.
Ça crée des contacts. Enfin, je sais pas, j'ai des souvenirs à New York comme ça de gens dans le métro. Je l'avais en bandoulière, ils venaient tous me parler. Mais c'est quoi? Donc, et sur le Fuji, c'est un peu pareil. Ouais, ça intrigue les gens qui sont un petit peu amateurs comme ça. Merci beaucoup à tous les deux pour toutes ces explications.